Bon, alors donc aujourd'hui, on va continuer donc sur les grammaires, comme on l'avait commencé donc avec Madame Chani la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir donc la notion d'ambiguïté. Donc j'espère que vous avez regardé la capsule de Tariq que je vous ai envoyée donc la semaine dernière. Déjà, je vous demandais de la visionner. Elle est bien expliquée, donc je l'ai vue. Elle explique bien donc cette histoire d'ambiguïté. Ok. Donc, étant donné une grammaire hors contexte, donc on dit qu'une grammaire est ambiguë s'il existe une chaîne terminale, bon, comme ici, id plus nul que multiplie id, qui admet au moins deux arbres de dérivation de racine s, c'est-à-dire je peux très bien donc dériver ma chaîne de manière différente. Bon, j'ai dit il existe au moins deux. Donc là, j'en ai mis deux. Bien sûr, là, avec la grammaire, il s'agit bien de cette grammaire. D'accord. Donc là, vous avez la grammaire d'expression arithmétique, avec le vocabulaire terminal, bien sûr, les opérateurs plus et multipliés, les parenthèses, id et num, bien sûr, avec les règles e plus e que multiplie e, soit e entre parenthèses, id et num. Donc voilà, vous avez euh, Anas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il demande. Mais la version, vous l'avez sur Moodle. Oui, madame, mais dans la page 29, on a cette partie où il y a G0 et VT, et elle cache approximativement la moitié Ah, de d'accord. la Oui. page. Ah, d'accord, Oui, juste mais ce en fait, il y slide-là. a, il y a ça, il y a juste ça, il y a la définition de la grammaire, tout simplement. C'est cette phrase-là qui est en dessous. Et dites, tu as raison, Anas, parce que quand on anime la vidéo on anime le slide sur le même slide, on fait une animation, effectivement, on cache en fait ce qu'il y a on doit doubler. Je le fais de temps en temps, mais bon, là, c'est un oubli, effectivement, tu as raison. Donc, en tout cas, là, c'est tout ce qui cache. Donc, vous pouvez rectifier manuellement vos notes. Effectivement, c'est ce qui manque. Je ne sais pas si vous avez devant vous le polycopier, mais en tout cas, euh, c'est ce qui manque en dessous. Voilà, donc on dit qu'une grammaire est ambiguë s'il existe tout simplement une chaîne, il suffit qu'il y ait une chaîne qui admet au moins deux arbres, donc ça veut dire que la grammaire est ambiguë. Et l'ambiguïté, vous l'avez vu ici, quand on dit id plus num que multiplie id, donc en fait quand on dérive, on peut très bien commencer par la première e plus e, ou par la deuxième e que multiplie e, donc qui nous empêche de faire l'un ou l'autre. Et vous imaginez bien, si on commence par l'une ou l'autre, il y a un problème, je veux dire, même au niveau sémantique. C'est-à-dire que je peux avoir carrément un résultat différent, alors qu'il s'agit bien de la même chaîne. D'accord. Donc, bien sûr, si je commence par id plus num, c'est pas la même chose si je commence par num que multiplie id en premier. D'accord. Donc, vous voyez très bien que, en fait, il y a une ambiguïté, alors qu'il s'agit bien de la même chaîne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème qu'il faut bien sûr écrire. Alors maintenant, est-ce que cette grammaire-là, elle est ambiguë? Est-ce que le langage qui est engendré par cette grammaire est ambigu aussi? Vous savez très bien que le langage... C'est quoi le langage engendré par cette grammaire? Quel est le langage engendré par cette grammaire? Je crois qu'on en a déjà parlé la semaine dernière. Quand on dit le langage engendré par cette grammaire, c'est-à-dire quelles sont les chaînes engendrées, quelles sont les différentes chaînes qu'on peut écrire à partir de cette grammaire. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le langage engendré par la grammaire. Toutes les chaînes qu'on peut écrire ou dériver à partir de ces règles, à partir donc de cette grammaire. Quel est le langage? Les opérations entre id et num. Quelles opérations? Expression arithmétique, oui, Mohamed. Ce sont les expressions arithmétiques, bien sûr, arithmétiques avec les deux opérateurs plus et multiplier. Oui, là, vous me donnez des exemples, effectivement, très bien.
Mais le langage engendré, est-ce que le langage est ambigu? On sait très bien que le langage des expressions arithmétiques n'est pas ambigu. Donc, voilà. Donc, c'est pas parce que la grammaire est ambiguë que le langage est ambigu. On est d'accord. Et ça, c'est dû à quoi? Je sais qu'on n'en a pas encore parlé, mais j'aime autant que vous réfléchissiez donc et essayez de répondre. C'est dû à quoi? Pourquoi le langage peut ne pas être ambigu alors que la grammaire est ambiguë? Ou cette grammaire est ambiguë? Est-ce que vous avez une idée? Normalement, vous savez pas. Si on peut poser la question autrement, juste Oui, pour essayer de vous oui. aider. En fait, est-ce que dans la vraie vie, lorsqu'on écrit ID plus nul fois ID, est-ce qu'on peut effectivement avoir les deux sémantiques que nous avons au niveau de ce slide? Est-ce que ces deux interprétations sont possibles? Grammaire unique? Non. On a vu qu'une grammaire n'est jamais unique. Faites l'analogie avec les automates. Voilà, très bien Yasmine, c'était ça. Tu l'as peut-être pas vu, enfin ça a défilé très vite. Ah bon, d'accord, Yasmine a donné la bonne réponse. d'accord, Donc elle a parlé de priorité. Je te laisse continuer. d'accord. Oui, oui, bah c'est parfait. Donc effectivement, car les opérations se font selon un ordre. Mais moi, je vous demande aussi de réfléchir, comme on l'a vu j'ai dit de faire l'analogie avec les automates. C'est-à-dire que est-ce que un langage il est reconnu par un et un seul automate? Voilà. Non. Pourquoi? Vous pouvez me donner des exemples? Enfin, comment on l'a fait? Mais au moins un, oui, très bien, au moins un. Mais on peut avoir, bien sûr, différents. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait un automate, après on l'a. Voilà, très bien, Moïse. On l'a déterminisé, après on l'a. Voilà, c'est super, très bien. On l'a minimisé, c'est-à-dire qu'en fait, l'automate a changé. Mais le langage, il est toujours le même. Il est bon, il n'est pas, je veux dire, le langage n'est pas comme ici pour notre cas, effectivement, le langage n'est pas ambigu. Donc ici, en fait, c'est la même chose. C'est pas parce que, voilà, très bien, Reda. Donc effectivement, ici, en fait, c'est pas parce que la grammaire est ambiguë que notre langage, loin de là, est ambigu. Et pour la même raison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette grammaire-là est ambiguë, mais on peut la rendre non ambiguë. Et ça, justement, on l'a avec le système de réécriture. On a commencé la semaine dernière à parler donc de système de réécriture. C'est-à-dire qu'il faut la réécrire. Et donc, en changeant les règles, d'accord? Et bien sûr, avec bien sûr un process bien déterminé, on va voir comment. Donc, on peut la réécrire pour la rendre, si vous voulez, non ambiguë, pour qu'on puisse bien sûr avoir un bon analyseur par la suite. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez compris un petit peu le problème. Donc, vous voyez très bien le problème ici. Qu'on écrive de cette manière ou de cette manière-là, on voit très bien que ça influence, que l'arbre de dérivation influe sur la sémantique. Donc, il faut absolument qu'on ait un choix unique pour que, justement, même au niveau sémantique, donc, il n'y ait pas de problème. Alors, un langage hors contexte est ambigu. Donc, vous voyez ici, là, ça répond plus ou moins à ma question de tout à l'heure. Si on a vraiment un langage qui est ambigu, ça veut dire que toutes les grammaires hors contexte qui l'engendrent sont ambiguës. C'est-à-dire même en réécrivant la grammaire, elle reste ambiguë. Donc à ce moment-là, on peut dire qu'en fait, il n'existe aucune grammaire équivalente qui, justement, non ambiguë. Là, effectivement,
on peut dire que le langage est ambigu. Alors, maintenant, bien sûr que notre objectif, c'est de travailler avec des grammaires non ambiguës, bien sûr, pour qu'on puisse écrire nos analyseurs, bien sûr, d'une manière optimale, sans ambiguïté, bien sûr. Alors, il y a deux manières d'éliminer l'ambiguïté sur une grammaire, en écrivant, bien sûr, en réécrivant les grammaires. Soit en imposant des délimiteurs, donc des délimiteurs, donc début, fin, etc., ou des parenthèses, etc. Donc c'est ça ce qu'on appelle des délimiteurs. Comme ça, on sait de quoi il s'agit. Donc en imposant des délimiteurs, ou bien il y a une deuxième solution, c'est en séparant l'ordre des priorités entre les différentes règles qui posent bien sûr ambiguïté. Donc en séparant un nom terminal en deux, qu'on verra donc tout à l'heure. Alors, la première solution, quand on dit délimiteur par un terminal. Alors, si je prends par Madame, on vous entend plus. Oui, effectivement, on a perdu Madame Diori, donc on attend de la récupérer. Non, elle n'est pas vraiment déconnectée, mais juste on l'a perdue. Allô? Est-ce que Oui, vous m'entendez? oui, maintenant oui. Juste, je t'appelais parce que je comprenais, je crois que ça a été déconnecté. Je sais pas, je n'étais pas déconnectée, mais je ne comprends pas ce En qui fait, s'est passé. on t'a perdu, voilà, on t'a perdu. C'est pas grave, allez. Donc, ça fait un moment qu'on t'a Oh perdu. là là. Une Oui, autre minute. là, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée parce que je posais la question, est-ce que vous m'entendez? Personne ne répondait, donc Ah, je savais que d'accord. j'étais out. Ah, Et pourtant, c'est connecté. Enfin, bref. Bon, ouais. on va continuer. On va faire avec. Donc, j'ai dit, ça coupe toujours là? Non, non, là c'est très bien, on t'entend très bien là. Ah, c'est juste les messages qui me remontent. Ok, ok. Donc, là, j'ai dit la première solution. Il y a deux solutions pour réécrire donc la grammaire ou pour éliminer l'ambiguïté. Soit en imposant donc, des délimiteurs que j'ai dit, donc comme début fin, ou bien tout simplement des parenthèses, ou en séparant un nom terminal en deux, qu'on va voir donc tout à l'heure. La première solution, donc, c'est l'histoire de délimiter. Donc, on peut délimiter par un terminal qu'on va voir tout de suite sur l'exemple de l'instruction de contrôle. L'instruction de contrôle, quand vous savez le si, alors, sinon, je ne suis pas obligée d'avoir le sinon. Donc, je peux avoir juste un si, alors, i. Donc, si expression, alors, instruction. Je peux avoir donc un sinon. Donc, si expression, alors, instruction, sinon, instruction. D'accord? Ou je peux avoir autre. En tout cas, donc, mon instruction de contrôle, on voit très bien qu'il y a une ambiguïté. Alors, une ambiguïté pour la raison, je vais passer je vais passer, si vous permettez, le slide suivant. Si je prends un exemple, donc si par exemple je prends si A égale 10, alors si B est supérieur à A, alors écrire B. Sinon, écrire A. Donc là, on voit très bien qu'il y a une ambiguïté. On ne sait pas si le sinon, il est relatif au deuxième ou au premier si. D'accord? Donc s'il est relatif au deuxième, je vais avoir ça. Si A égale 10, alors si B est supérieur à A, alors écrire B et fin si. Donc ça veut dire que ça, le sinon,
il est, vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Oui, oui, très bien. Parfait. Donc, ok. Donc, ça veut dire que le sinon, Par contre, si c'est possible, Reda doit couper son micro. ah, je pensais qu'il posait une question, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Ok, bien sûr, tout le monde doit couper son micro. Merci, Shorok. Donc ici, ça veut dire que le sinon, si le sinon dépend, bien sûr, est relatif au deuxième si, donc je vais avoir si B supérieur à, alors écrire B, hein, fin si, sinon écrire A et fin si. D'accord? Donc ça veut dire que là, ici, ok, donc le sinon, il est relatif au premier ou au deuxième A? Au deuxième si. Je retire ce que j'ai dit, je vous pose la question. Non, non, là, on ne parle pas de parenthèse. Là, j'ai utilisé un délimiteur qui est un terminal que j'ai appelé fin si. Donc, le sinon, il est relatif auquel? Au premier ou au deuxième? Shorok. Oui, au premier. Pourquoi? Au Parce que... premier. Oui, Shorok, vas-y, vas-y. Vas-y, Est-ce que Shorok. vous Oui, je m'entendez? t'entends. Oui, je t'entends. J'ai dit qu'il était relatif au premier. Parce qu'on avait mis un fin si pour le deuxième. Voilà. Et donc, D'accord. sinon, automatiquement, il retourne au premier. Ok. Donc, effectivement, le sinon, donc comme j'ai fermé ceci, le sinon, forcément, il va au premier. Et donc, après, je ferme le premier si. Ok? Donc, le premier si est complet, alors que le deuxième n'est pas complet. Ou ce qu'on dit, le fermer, le close ou non close. C'est-à-dire que celui-là, le deuxième si, il n'a pas de sinon. D'accord? Alors que le premier si, il a un sinon. Donc, c'est-à-dire qu'il est complet. Alors maintenant, si j'ai le deuxième cas, si A égale 10, alors si B est supérieur à A, alors écrire B, sinon écrire A, fin si, fin si. Ça veut dire quoi? Maintenant, le sinon, il est au deuxième, tout simplement, parce qu'on n'a pas encore de fin, donc le fin si termine ici, et pour le fin si du premier, il termine ici. Est-ce que vous avez compris le problème d'ambiguïté, hein, ici? Voilà. Donc, il va falloir, la solution proposée ou la première solution proposée, c'était de placer des délimiteurs. Et ce délimiteur qui est par un terminal, ce qu'on appelle un terminal, donc tout simplement, qui permet donc de limiter et de marquer, si vous voulez, la fin de la règle. Alors, donc là, je vais revenir au slide d'avant, voilà, celui-là. Et donc là, voilà, donc en fait, la première, donc là où il pose, où ça pose la première grammaire qui est celle-ci, qui pose donc problème, où il y a ambiguïté. Donc si on la remplace, on la réécrit ainsi, comme je vous ai montré en fait sur l'exemple, I se dérive donc en si E, alors I fin si, d'accord? Et si E, alors I, sinon I fin si. Donc vous voyez ici, c'est-à-dire que quand je dis fin si, c'est-à-dire que je clôt l'instruction de contrôle si, alors, sinon. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de sinon, et ici, il y a un sinon, tout simplement, et autre. Voilà, donc ainsi, je n'ai plus cette histoire d'ambiguïté à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première solution en imposant donc un délimiteur. Donc j'ai dit ici par un terminal qui est tout simplement fin si. Alors un deuxième exemple, qui n'est pas un délimiteur par, oui, c'est un terminal aussi, qui sont les parenthèses. Donc ici, vous voyez le problème aussi que peut poser cette première grammaire, E qui se dérive en E plus E moins E que multiplie E, ou E entre parenthèses, ainsi de suite. Donc vous voyez très bien si j'ai ID plus ID, donc au début, j'ai ID plus ID que multiplie ID, par exemple, au num, comme on a vu tout à l'heure, l'exemple de tout à l'heure, on ne saura pas lequel on va commencer. Est-ce qu'on va commencer par E plus E, ou E moins E, ou E que multiplie E?
En fait, il y a une ambiguïté et puis ça va se retourner même au niveau de la sémantique comme on a vu. Bien sûr, si on commence par le plus, hein, au détriment de multiplier, je vais avoir un autre résultat si je commençais par le multiplier. Donc le fait de marquer, donc de délimiter par des parenthèses, là vous voyez, quand je ferme avec des parenthèses, là je n'ai plus cette histoire d'ambiguïté au niveau sémantique. Donc on verra comment on peut réécrire encore ces grammaires-là, mais pour le moment, c'est juste pour éliminer l'ambiguïté dont on a parlé tout à fait au début. Donc vous voyez là, effectivement, ce sont, si vous voulez, la première solution pour éliminer l'ambiguïté, bien sûr, sémantique qu'on a vu tout à fait dans l'exemple de départ. Je ne sais pas s'il y a des questions pour cette première solution avant de passer à la deuxième. Est-ce que vous avez compris? Bon, là, je n'ai pas pris d'exemple parce qu'elle est plus ou moins claire, parce que l'exemple, on l'a donné tout à fait au début pour définir justement l'ambiguïté. C'est bon? OK? Bien. Donc, je préfère, si vous avez des questions, vous le dites, sinon, bah, on passe. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu donc, tout à l'heure. Donc, l'élimination des ambiguïtés par écriture de G avec la deuxième solution qui, on avait dit au début, que séparer les niveaux ou éclater un nom terminal en deux. D'accord? Pour ne pas garder la même, justement, quand on dit E plus E, j'ai éclaté tout simplement le E en deux, donc pour pouvoir donner cette priorité. Bon, je sais que c'est pas évident, mais avec les exemples que vous connaissez déjà, vous connaissez très bien les expressions arithmétiques, avec vous connaissez très bien donc l'exemple des expressions arithmétiques. Pour l'exemple de si, oui. Oui, pour l'exemple de si. Prenez le micro parce que je ne peux pas voir le chat en même temps que je n'ai pas vu le reste de la question. En fait, la question, je pense que la question, c'est, on dit que dans le langage C, on n'a pas de fin si. En fait, on n'a pas de fin si. Début, fin. Effectivement, mais soit on a en fait on a les accolades ouvrantes ou fermantes qui sont des délimiteurs du deuxième type. Mais en fait, c'est des délimiteurs aussi. C'est-à-dire quand vous écrivez if quelque chose et que vous mettez accolade ouvrante et accolade fermante, ça veut dire que vous bloquez quels sont l'ensemble des instructions qui sont relatifs au si et quels sont le bloc d'instructions qui sont relatifs au sinon. Sachant qu'il y a une autre règle qui est utilisée dans le C, mais pas uniquement, c'est qu'en fait, quand vous n'avez pas de parenthèse, quand vous n'avez pas d'accolade, le sinon est accordé au dernier si, voilà, aussi le plus proche qui n'a pas de sinon. Et Madame Duré, elle va expliquer ça tout de suite parce que dans l'exemple de l'élimination, c'est la règle qui va être, enfin, dans la deuxième solution de l'élimination, c'est la règle qui va être utilisée. D'accord. OK. Tout à fait. Tout à fait. On nous dit qu'on n'a pas toujours les accolades car pour une seule instruction, oui, mais quand il y a une seule instruction, c'est implicite justement. Le problème ne se pose pas. Exactement. Mais le problème se pose quand on a plusieurs instructions. C'est exactement l'exemple que je vous ai donné. Ce que je vous propose pour le si sinon, c'est vous laissez Madame Duré vous expliquer la deuxième solution. Et vous reposez vos questions parce qu'en fait c'est pas encore complet et effectivement l'exemple du C n'est pas réglé avec le fin si, il est réglé par la deuxième solution qui va être présentée. Donc juste à mon avis, patientez quelques minutes et s'il y a toujours des questions, vous les poserez. Mais c'est bien des questions comme ça va les ça va les préparer à comprendre la suite. Même que je trouve que c'est excellent parce que justement ça veut dire que vous avez bien compris le souci, que vous avez vraiment mis le doigt sur le problème. C'est très bien. Alors là j'ai inversé les deux exemples, j'ai pris l'exemple des expressions arithmétiques et je laisse l'exemple de si après. Alors, l'exemple des expressions arithmétiques, pourquoi on l'a pris en premier? Parce qu'en fait, vous avez l'habitude de travailler avec des expressions arithmétiques et vous savez très bien qu'il y a des priorités entre les opérateurs. On sait très bien que le diviser et le multiplier,
est prioritaire par rapport à plus et moins. Plus ou moins, ils ont la même priorité, et le plus, et le multiplié et le divisé, ils ont aussi la même priorité, mais avec une priorité moindre. C'est-à-dire plus et moins prioritaire que le multiplié. C'est-à-dire quand vous avez dans une expression A plus B que multiplie C, on sait très bien que c'est la multiplication qui l'emporte. D'accord? Parce qu'elle est prioritaire au niveau précédent. C'est-à-dire que c'est elle qui s'exécute en premier. Alors, justement, c'est ce qu'on veut faire sortir au niveau de cette réécriture de la grammaire. On veut essayer donc de sortir justement ces niveaux de priorité en éclatant justement en éclatant justement les non-terminaux en deux. Par exemple, le E ici, au lieu de dire E plus E, ben, je vais l'éclater en deux. Je vais dire c'est E plus T ou T. Ou bien tout simplement, je dis c'est E moins T ou T. Donc là, je l'éclate. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai éclaté le T, et vous voyez ici, là, je réécris le T, c'est quoi? Ben, c'est T que multiplie F. C'est-à-dire quand je dis E plus T, et quand je vois qu'est-ce qu'il y a dans T, ben, dans T, j'ai T que multiplie F. C'est-à-dire que, en fait, là, je donne la priorité donc à la règle T qui est T que multiplie F. D'accord? Bien sûr, oui. Bien sûr que quand il y a les parenthèses, là, on ne discute plus de priorité parce que les parenthèses sont prioritaires. Ça, c'est clair. Mais quand il n'y a pas de parenthèse, quand je dis A plus B que multiplie C, bah, il n'y a pas de parenthèse. Là, il va falloir donc exécuter, si vous voulez, cet ordre de priorité qui est imposé ici au niveau donc des règles. Si on l'écrit juste comme ça, et si on veut dériver, voir au niveau de la grammaire, bien sûr, il faut que la grammaire prenne en considération ces priorités. Et là, on le fait grâce à cet éclatement, justement, au niveau de éclatement de non-terminaux. Donc là, j'ai éclaté le E donc en T. Donc vous voyez, donc c'est E plus T ou T, ou bien tout simplement E moins T et T. Là, le T va être quoi? Ben, va être tout simplement donc T que multiplie F. Là aussi, je fais la même chose. J'éclate. Au lieu de dire T plus T, ben, je vais faire T que multiplie F. Et F, il va y avoir donc quelque chose de plus prioritaire qui est quoi tout simplement? Ben, c'est tout simplement, donc, c'est ou bien l'identificateur, ou bien le numéro, ou bien tout simplement une expression parenthésée, donc qui est vraiment prioritaire. Donc, vous voyez, en fait, l'idée d'éclater le non-terminal en deux, justement, pour donner cet aspect prioritaire au niveau des règles. Donc, si on veut voir un petit peu les priorités ici, ça va dans ce sens. D'accord? Les priorités, ça va dans ce sens-là. Donc, ça, c'est moins prioritaire. Celui-là, c'est niveau 2, et ça, c'est niveau 3. C'est-à-dire ça, c'est le plus prioritaire. Quand vous avez num, il est prioritaire. Quand vous avez id, c'est prioritaire. Quand vous avez e, entre parenthèses, c'est prioritaire. Et là, c'est la même chose. Quand vous avez, donc, la multiplication est prioritaire par rapport au reste. Donc, vous voyez que pour ça, j'éclate au fur et à mesure. Si j'avais quelque chose de encore plus prioritaire, je l'aurais éclaté ici pour donner la priorité au suivant. Donc là, en fait, séparer les niveaux de priorité, ça nous permet, là, on est sûr, si on écrit on dérive notre arbre, on va très bien avoir un arbre, donc parce que tout simplement, ça va être bien séparé avec bien sûr toutes ces règles. Alors, je ne sais pas si est-ce que vous voyez cette séparation des priorités au niveau de la réécriture des règles? De toute façon, on va y revenir avec les exemples après pour réécrire ou peut-être tracer l'arbre. Alors ici, on peut très bien tracer l'arbre si vous voulez. Alors, si par exemple, pour le num plus id, si je prends num plus id, que multiplie id par exemple, comme ça au hasard. Donc là, je vais partir donc de E. Donc, j'ai dit num plus id que multiplie id par exemple. Alors, donc je vais partir
avec E plus T. De toute façon, je suis obligée de partir par l'action. D'accord? Voilà, donc E plus T. Donc ici, je vais avoir E. Hein, E plus T. Donc là, je vais le laisser comme ça. Après, on peut arranger. Donc E plus T. D'accord? Après, donc, E, si on va pour dériver le plus à gauche, on continue. E, ça va être quoi? Et je vous écoute. Il n'y a pas E num. Il n'y a pas E num. Vous voyez bien que E, c'est voilà, c'est T. Très bien. De toute façon, je pense qu'on l'a déjà fait cet exemple la semaine dernière. Donc, et T aussi, ça va être F. OK. Donc là, c'est F. Et F, donc là, effectivement, c'est num, comme on a dit, tout simplement. Donc, mon num, il est joli. Voilà. Alors, après, je vais partir donc à T. T, on a dit, c'est ID plus ID. Donc là, je vais mettre donc tout simplement ID plus ID. Ça veut dire quoi? Je vous écoute. ID que multiplie ID, pardon. Voilà, donc c'est T. Donc, vous voyez, on a obligé la priorité avec T. Quand on a éclaté, en fait, le E, on l'a obligé donc d'aller vers une priorité donc supérieure. Donc, T que multiplie. Alors, si on avait laissé E plus E, vous voyez l'ambiguïté. Donc là, effectivement, cette manière de réécrire nous oblige donc à cerner bien une priorité. Donc ici, c'était que multiplie F. D'accord? Et voilà, donc après, on continue. Après, donc T, c'est tout simplement F. D'accord? Très bien. Marwa. Voilà. Et F, c'est tout simplement num. Donc, pour rester sur le même niveau, non, on a dit ID, pardon. Donc, c'est ID. Alors, on va y arriver. Donc, c'est ID. OK. ID. Alors, ici, c'est la même chose. F, ça va être ID. Voilà. Simplement, donc ID. Très bien. D'accord? Donc là, on n'avait pas d'autre choix parce que tout simplement, on a forcé, si vous voulez, cette histoire de l'éclatement d'un terminal en deux. Donc là, on le voit, c'est pour ça que j'ai commencé par cet exemple, parce qu'en fait, il est plus facile. Vous connaissez très bien les priorités au niveau des expressions arithmétiques. Alors maintenant, je vais retirer. Alors, le deuxième exemple, en fait, c'est l'histoire de si, alors, sinon. D'accord? Parce qu'il est un peu plus compliqué que l'autre. Pourquoi? D'ailleurs, je vous en ai donné quelques bribes au niveau de mon exemple que j'ai donné tout à l'heure. J'ai dit un si qui est complet, c'est-à-dire que j'ai le si, alors, sinon. D'accord? Donc, c'est ce que j'appelle e clause. D'accord? E clause, vous avez si, alors, ic. Sinon, d'accord? Vous avez si, alors, et sinon. Donc, il est complet. D'accord? Il est complet. Donc, cette histoire d'éclatement de i en close et non close, ça permet justement de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre entre les deux. Quand j'ai plusieurs si qui sont imbriqués, celui qui est en interne, comment il doit être. Donc là, par exemple, alors, le close, c'est quoi? Ça veut dire qu'il est complet. J'ai si, alors sinon. OK? Le non close, c'est-à-dire que je peux avoir, je peux ne pas avoir de sinon. Donc, si E, alors I, ou bien si E, donc je peux avoir les deux. OK? Alors, vous voyez ici, je mets un trait à ce niveau-là. Pourquoi? Dans le I, revenons à cette histoire de, en fait, c'est la même instruction, sauf que on précise celui qui est fermé, complet, c'est avec le sinon, et celui qui n'est pas fermé, celui qui n'admet pas de sinon. Voilà. Donc, en fait, c'est juste pour faire la différence entre les deux. C'est pour ça qu'on a séparé le I close et le I no close. Donc, ici, le I close, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai le si, alors,
et le sinon. Il est complet. Mais je dis entre les deux, je dois avoir forcément un clause. Si j'ai pas un clause, je risque d'avoir une ambiguïté. Donc là, j'impose ici que le i qui est là est clause. Là aussi, c'est la même chose. Il doit être le sinon i clause. D'accord? Donc là, on impose en fait que le IC, le I, l'instruction, elle doit être close. Sinon, il y aura ambiguïté. Donc c'est pour ça au niveau de la règle, donc on réécrit en imposant certaines restrictions pour justement pour éliminer l'ambiguïté d'imbrication, si vous voulez, de si, alors, sinon. Alors pour le I non close, pour le I non close, je dirais que je peux si E, alors I, donc là je laisse ouvert parce que tout simplement il est non close. Donc ici, là vous voyez, à chaque fois que je l'ai close, complet, forcément entre les deux, il doit être close. D'accord? Donc là, on impose un petit peu la règle pour éliminer cette histoire d'ambiguïté. Alors, est-ce que vous avez compris le principe? Je sais que c'est pas évident, mais est-ce que vous avez compris le principe pour séparer le if hein, qui est fermé avec le sinon et pour le if qui n'a pas de sinon? Donc, en fait, on sépare les deux. Donc, quand vous avez un if qui est close, j'utilise donc cette règle. Quand j'ai le if qui n'est pas clos, qui n'est pas fermé, il suffit d'utiliser donc la deuxième règle, tout simplement. C'est ce qui permet de faire en fait, comme je suis en plein écran, j'ai pas tout le chat devant moi. En fait, je voulais juste dire que c'est ce qui permet de faire en sorte que qu'un sinon est attaché aussi le plus proche qui n'a pas de sinon. Tout à fait. C'est la règle que vous avez apprise dans les langages de programmation, enfin, dès que vous avez commencé à faire de la programmation. Et donc, le fait que cette règle, exactement comme la règle de priorité qui était vue dans la première partie en décomposant les terminaux en plusieurs, enfin les non-terminaux pardon en plusieurs terminaux, bah ici c'est exactement la même chose. C'est décomposition qui permet de dire qu'un sinon est rattaché au si le plus proche qui n'a pas de sinon. Voilà, c'était juste, je voulais l'écrire juste. En oui, fait, oui, oui. En fait, c'était la remarque qui voilà, tout à l'heure. Exactement, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Ici, en fait, la solution, cette deuxième solution, en fait, elle éclate. Ici, on a éclaté au niveau priorité pour séparer vraiment, mais c'est la même chose au niveau de la condition, sauf que là, on éclate avec deux types, donc fermé et non fermé. Donc, vous voyez, comme ça, on fait la part des choses. Quand c'est fermé, on utilise telle règle. Quand c'est pas fermé, on utilise l'autre règle. Comme ça, on n'a pas cette histoire d'ambiguïté au niveau de la chaîne, de la dérivation. Donc, au niveau de la dérivation, on choisit bien nos règles, qu'il s'agisse donc de fermer ou non fermer. Est-ce que c'est clair cette histoire donc de niveau de priorité et de la séparation, si vous voulez, des non-terminaux, l'éclatement des non-terminaux? Je vois pas de commentaires. En général, on voit des oui. Là, c'est ni oui, c'est un oui mitigé. Bon, ben, on va passer. Le deuxième exemple n'est pas vraiment clair. OK. Un exemple. Ben, l'exemple, c'est ce que je vous ai... On peut revenir à celui de tout à l'heure. Là. Si tu permets, Wafa, si tu permets, juste pour juste peut-être, en fait, juste pour vous soulager un petit peu ce concept-là. Aujourd'hui, en fait, la compétence qu'on vous demande, c'est certainement pas d'être capable par vous-même de trouver une règle puis de l'appliquer. C'est déjà aujourd'hui, si vous comprenez bien, une fois qu'on vous dit voilà, il y a une règle et voilà comment elle a été appliquée pour régler le problème de l'ambiguïté, c'est très bien. Il faut que ça mûrisse pour que vous puissiez passer au second niveau, d'être capable par vous-même de le faire de bout en bout.
Donc, en fait, vraiment, la compétence qui vous est demandée aujourd'hui, c'est pas du tout d'être capable de refaire ça et de trouver par vous-même les règles et ainsi de suite. Donc, déjà, est-ce qu'une fois qu'on vous donne la règle et qu'on vous dit voilà comment ça a été réglé, est-ce que pour vous c'est clair? Si ça c'est clair, c'est déjà très bien, n'est-ce pas, Wafa? Oui, oui, de toute façon, c'est sûr que notre objectif, c'est pas de vous donner des grammaires ambiguës et on va vous demander d'éliminer l'ambiguïté comme ça des exemples complexes du tout. Là, c'est pour vous dire, voilà l'analyseur syntaxique, comment il fonctionne. En fait, on essaie donc, en fait, c'est la grammaire. On vous donne, comme a dit Madame Chadmi, on vous donne cette règle, on vous dit, donc je passe à la suite, si par exemple on vous dit, voilà comment on réécrit telle grammaire pour pouvoir enlever l'ambiguïté, est-ce que pour vous, ça vous paraît plus ou moins clair? C'est-à-dire qu'on fait la séparation entre ainsi avec le sinon et ainsi sans le sinon. C'est ça en fait. C'est tout simplement, on fait la part des choses. La règle avec sinon, elle est toute seule et la règle avec sans le sinon, elle est toute seule. Ne pas garder la même règle. On te demande, s'il te plaît, il y a plusieurs personnes qui ont dit la même chose. Est-ce que tu peux reprendre l'exemple 2 avec le si sinon depuis le début? C'est ce qui en fait c'est ce qui vient dans le chat. Celui-là, c'est le séparer le 2 en clause et non clause. C'est ça. Clause et le non clause, voilà celui-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on avait au début? Qu'est-ce qu'on avait au début? On avait ça. On a si E, alors I. Si E, alors I, sinon I. C'est ça, en fait, ce qu'on a. D'accord? Excuse-moi, non, en fait, non, le choix des règles, vous n'avez pas à comprendre comment est-ce qu'on a choisi les règles. C'est-à-dire qu'on choisit les priorités pour régler le problème des expressions et on choisit les clauses et les non-clauses, ou là on choisit de dire que le sinon s'attache aussi le plus proche qui n'a pas de sinon. Ça, sincèrement, on vous demande pas du tout cette compétence. C'est trop compliqué pour vous. Mais une fois qu'on vous dit voilà la règle, c'est-à-dire n'essayez pas de comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on a choisi cette règle. Cette règle a été choisie par les personnes qui ont construit le langage. Et on vous demande vraiment pas cette compétence. C'est beaucoup trop compliqué pour vous de le faire. Donc n'essayez pas de dire ah j'aurais pas été capable de trouver cette règle ou cette astuce pour pouvoir enlever l'ambiguïté. On ne vous demande pas du tout cette compétence. Pardon, Wafa, comme je sais que tu ne lis pas les chats, donc je tout à fait. Oui, non, merci. Au contraire, bien au contraire. Ça ne fait que donc éclaircir les choses pour les étudiants. Donc je rappelle plus ou moins donc tout ce qu'elle en plus de ce qu'elle a dit Madame Chadli. En fait, notre objectif, en fait, c'est quoi? On se place à la place du concepteur. Le concepteur de langage, il va concevoir son langage. Donc, quand on dit concevoir un langage, c'est-à-dire, bien sûr, définir la grammaire de son langage. En tout cas, on est dans cette partie-là. On est dans la partie syntaxique, donc il faut définir la grammaire. Quand on définit la grammaire, si on définit avec cette règle-là, hein, la première grammaire, celle-là, donc vous voyez mon curseur. Donc là, si je définis avec cette première I qui se dérive en si E, alors I, si E, alors I, sinon I, là, c'est sûr que je vais avoir une ambiguïté au niveau donc de l'analyseur, au niveau sémantique, bien sûr. On ne sait pas le sinon à qui il va être. On peut avoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, au niveau de cet exemple, par exemple. Là, on peut avoir bien sûr des problèmes d'ambiguïté. Alors, justement, le problème, c'est quoi? C'est de ne pas laisser cette grammaire ainsi. C'est d'essayer de la réécrire. Donc, le concepteur de langage, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va essayer de réécrire. Donc, il a ici donné en vrac au début sa grammaire, mais il faut qu'il la réécrive, il faut qu'il la de telle sorte à enlever justement, éliminer l'ambiguïté qui peut être causée au niveau de la sémantique et même au niveau des résultats, d'accord, de la reconnaissance par la suite. Donc en fait, au lieu d'écrire ça, ben, il va réécrire ses règles, soit en utilisant, j'ai dit, cette première solution, qui est le sinon, mais pour certains langages, comme vous avez posé la question tout à l'heure, vous avez donc le si, donc le sinon se rapporte au dernier si on n'est pas obligé de mettre, si on ne met pas les accolades, ben, il est obligé de se rattacher. Donc ça, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû justement parce que le langage, il est déjà réécrit
il est déjà conçu de telle sorte avec ses règles, avec ça. C'est-à-dire, il va choisir la bonne règle pour pouvoir dire que c'est cette règle-là qui va être appliquée pour analyser, pour dire que le sino s'attache au dernier si, c'est parce qu'il a utilisé une de ces règles. D'accord? Donc en fait, on ne vous demande pas, vous, d'écrire les grammaires. On peut vous demander des petits grammaires simples pour vous entraîner, mais on ne vous demande pas de concevoir un langage et d'écrire des grammaires et de les réécrire et d'éliminer l'ambiguïté et tout ça. C'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre comment fonctionne un compilateur avec sa partie lexicale et sa partie syntaxique. Bon, bien sûr, on doit quand même poser le problème, ça existe. Donc, quand on est en phase syntaxique, on est en train donc d'étudier donc les grammaires. Et les grammaires, si on les écrit, ils peuvent être ambigus, peuvent poser problème. Et pour pouvoir éliminer, si vous voulez, ces ambiguïtés-là, tout simplement, on essaye de les réécrire en leur donnant donc des règles plus adéquates, plus explicites, donc pour l'analyseur, pour passer. Donc ici, on a séparé les priorités pour donner plus de priorité aux opérateurs concernés. Et ici, pour l'instruction de contrôle aussi, on a séparé le if tout seul avec le if avec sinon, tout simplement. Donc on a séparé. Et donc l'analyseur, quand il va s'agir de sinon, il va prendre la grammaire avec sinon, la règle, pardon, avec sinon. Quand il va s'agir donc de si, lui, il va analyser. Quand il va s'agir, c'est cette règle-là qui va être choisie. On verra par la suite comment sont choisies les règles donc au niveau de l'analyse, Inch'Allah, par la suite. Donc, quand on va avancer, les différentes règles qui vont être appliquées pour engendrer une chaîne du langage. OK? Alors, est-ce qu'on est plus ou moins... est-ce que c'est plus ou moins clair maintenant? Bien sûr, pour cet exemple, on voit très bien, au lieu d'utiliser un fancy, je peux ne pas l'utiliser. Et tout simplement, la règle qu'il va utiliser, il va attacher le sinon au dernier parce qu'il va utiliser la grammaire avec le close. C'est-à-dire entre le si et le sinon, elle doit être close. Donc ici, il va fermer, donc il va utiliser le sinon directement. Mais si on veut vraiment que le sinon soit attaché, bien au contraire, au deuxième, là, bien sûr qu'il faut l'imposer au niveau de la règle. C'est pour ça qu'on a dit celui du milieu. Donc, vous voyez ici, celui du milieu, il doit être fermé avec le sinon aussi. Donc, on doit avoir un sinon au milieu. Donc là, c'est juste pour vous expliquer plus ou moins l'analyseur, comment il va fonctionner par la suite. En fait, si tu permets, la dernière phrase qui vient d'être dite par Madame Diori, c'est vraiment la clé de la réécriture avec ces histoires de clauses et de non-clauses. Le fait que pour que vous ayez un sinon qui soit rattaché au dernier si qui n'a pas de sinon, elle impose le fait que si vous avez des si imbriqués et si vous avez un si juste après un alors, il faut obligatoirement que ce si soit accompagné de son sinon. Sinon, en fait, vous n'allez pas avoir ça va pas fonctionner. Et c'est vraiment le cœur de la transformation à ce niveau-là. C'est le fait que l'instruction après un alors, si vous avez une instruction si après un alors, elle doit toujours comporter un sinon. Voilà, c'est vraiment la clé. Si vous avez compris ça, le reste est facile à comprendre. Alors, dans le cas contraire, si jamais cette instruction-là elle n'est pas close, ça veut dire que le sinon va suivre son cours, il va être attaché au dernier si, tout simplement. C'est clair. Donc, mais si vous voulez vraiment imposer votre règle, il faut qu'il soit close, tout simplement. Voilà, c'est pour ça qu'on réécrit les règles pour un petit peu faire la part des choses. Si vous n'imposez rien, le sinon va aller vers le dernier si, tout simplement. Si vous voulez qu'il aille au premier, on est obligé d'avoir ça, et c'est pour ça qu'on réécrit la règle, on sépare les deux, comme ça, l'une ou l'autre va être appliquée selon, bien sûr, le cas de figure. Est-ce que c'est plus ou moins... je sais que c'est une partie qui n'est pas évidente, c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans cette histoire d'ambiguïté. Ce qu'on veut, c'est que vous compreniez le problème.
il y a des grammaires qui sont ambiguës et donc le concepteur doit absolument réécrire, bien sûr, sa grammaire. Il faut qu'il ait une grammaire non ambiguë. Bien sûr, pour avoir un langage non ambigu, il faut qu'il existe au moins une grammaire non ambiguë qui l'engendre. Donc, c'est pour cela qu'il faut absolument qu'il réécrive cette grammaire, donc pour aboutir, bien sûr, à une grammaire non ambiguë. Et donc, ça, c'est le concepteur et c'est pas forcément à vous. Ce qu'on vous demande, c'est de comprendre le principe, comment ça fonctionne, en tant que, bien sûr, ingénieur et aussi technicien. Par la suite, vous allez réécrire. Alors, maintenant, alors, je ne sais pas si on va... Cet exercice-là, vous l'avez sur votre polycopier. Moi, ce qu'on vous suggère, en fait, c'est exactement ce qu'on vient de dire, d'accord? Donc, c'est une grammaire donc avec des expressions arithmétiques, d'accord? Et là, donc, vous voyez, on vous a demandé, c'est juste un récap de ce qu'on vient de dire. Si vous répondez à ces questions, ça veut dire que vous avez compris ce qu'on vient de dire auparavant, tout simplement. C'était un récap. On a tout dit ici. Donc, on vous a de donner quelques mots générés par la grammaire. Donc là, c'est facile. Donc, toujours, de toute façon, même si on vous demande quel est le langage, vous êtes obligé de passer par ces. Toujours, il faut donner donc les premiers mots de longueur 0, de longueur 1, de longueur 2, et ainsi de suite, comme ça, pour vous familiariser un petit peu avec le langage que peut donner cette grammaire, que peut engendrer cette grammaire. Donc, la deuxième question, c'est de donner un arbre de définition pour une chaîne donnée. Donc, num plus num que multiplie num, donc c'est ce qu'on vient de voir. Donner un arbre de dérivation. Est-ce qu'il est unique? Donc, là aussi, vous pouvez en avoir donc un ou deux, ça dépend de votre réponse. Alors, que peut-on dire de G? Est-ce que G est ambigu ou pas? Donc, là aussi, c'est ce qu'on vient de voir. Et aussi du langage engendré. Est-ce que si la est-ce que le langage G, il est aussi ambigu, ainsi de suite. On vous demande de justifier. Donc, à travers l'exemple, si vous avez un contre-exemple, vous avez justifié votre réponse. Et la troisième question, donc, on a dit, en fait, en général, on peut avoir plusieurs grammaires qui génèrent le même langage, effectivement. Donc, on vous a dit proposer une grammaire équivalente à G. Là, on vous a demandé de réécrire plus ou moins donc cette grammaire pour la rendre non ambiguë, comme vous avez vu, effectivement, comme on a vu au début, elle est ambiguë parce qu'on ne peut pas savoir. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'éclatement, il n'y a rien. Donc là, si vous pouvez éclater effectivement votre nom terminal, comme on a vu, pour les vous allez pouvoir. Donc, si vous pouvez réappliquer ou appliquer ce qu'on vient de dire à cet exercice-là, c'est-à-dire que vous allez comprendre. Ce qu'on propose, ce qu'on ne va pas le faire, parce que franchement, c'est juste récapituler ce que vous avez compris auparavant. C'est de l'écrire, d'accord? Et je vais vous ouvrir un espace donc devoir sur modèle et vous allez le déposer donc d'ici 2-3 jours, donc d'accord, pour répondre plus ou moins à ces questions. Ok, c'est bon? Ça vous permet de faire une révision. Voilà, en même temps, récapituler un petit peu cette histoire d'ambiguïté. Elle n'est pas facile, mais c'est pour ça qu'on ne vous demande pas, on ne va pas nous-mêmes concevoir donc des grammaires non ambiguës. On est là pour comprendre comment ça marche. On peut vous demander d'éliminer une ambiguïté qui est simple. Franchement, parfois, vous avez des ambiguïtés qui sont très simples. On peut très bien vous demander de le faire. Et ça, on verra peut-être sur des exercices par la suite au niveau des TD. Alors là, on va passer à un nouveau chapitre qui est tout simplement comment on définit un langage par récurrence. Alors, si vous vous rappelez, pour les automates, on a dit, on fait cette analogie pour vous mettre un petit peu dans le bain et pour mieux comprendre en fait, ce qui va venir. Entre langage, dans la définition de langage à travers un automate, vous avez vu, on peut passer d'un automate vers un langage et vice-versa, d'un langage vers un automate. Là, c'est la même chose, en fait. On peut passer d'un langage vers une grammaire, d'accord? Et aussi, on peut passer d'une grammaire à un langage. C'est-à-dire, étant donné une grammaire, on peut très bien récupérer ou engendrer ou définir le langage engendré par cette grammaire et vice-versa. Étant donné donc un langage,
comment on peut justement définir la grammaire, c'est-à-dire à partir du langage. C'est le passage d'une définition à l'autre. Et vous allez voir, on va faire même intervenir, quand on n'y arrive pas, quand on a des petits soucis, on va faire même intervenir notre première classe qu'on a vue, qui est l'automate. Donc n'oubliez pas, on avait plusieurs manières de définir un langage, à travers une expression régulière, à travers un automate, et là, la troisième classe de définition, c'est les grammaires. Donc on peut jongler entre ces quatre, langage, expression régulière, automate, grammaire, tout ça, on peut jongler entre les quatre selon le contexte. Il y a des passages qui sont plus faciles avec certains langages que d'autres, d'accord? Et donc là, on prend le plus, on essaie donc de définir justement le plus simple, on l'adopte. On va voir ici des exemples justement, comment définir des langages par récurrence. C'est-à-dire, donc je rappelle effectivement, étant donné une grammaire avec ces quatre ensembles, les vocabulaires terminal, non terminal, l'axiome et l'ensemble des règles, d'accord? Donc ça, un petit peu, c'est notre grammaire. Elle est définie avec ces quatre ensembles. Donc le but, en fait, c'est quoi? Le but, étant donné une grammaire G, définir par récurrence le langage LG engendré par G et réciproquement. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. D'accord? C'est de passer à partir d'une grammaire, par exemple la grammaire des expressions arithmétiques, vous avez vu E plus T, E moins T, etc. Sortir, je vous ai posé la question tout à fait au début, j'ai dit quel est le langage engendré par cette grammaire? C'est-à-dire, on doit absolument trouver le langage engendré par cette grammaire. Donc, étant donné une grammaire, comment je peux définir par récurrence le langage L2G, c'est-à-dire le langage engendré par cette grammaire? Quel langage définit ou engendre cette grammaire? Et vice-versa, réciproquement, étant donné un langage, par exemple, je prends le langage, je ne sais pas, les langages des identificateurs, par exemple, le langage des identificateurs, comment je peux arriver à construire la grammaire correspondante. D'accord? Donc, là aussi, je dois pouvoir, est-ce que c'est par récurrence, par autre chose? Ça, c'est différent. Mais je vous dis, réciproquement, il y a des méthodes. Ici, on va le voir par récurrence. Il y a d'autres cas, on peut le voir autrement. C'est pour ça que je vous ai dit, jongler entre une définition et une autre. Donc, langage, automate, grammaire, expression régulière, tout ça, on peut le faire. Choisir la bonne méthode pour pouvoir passer d'une classe à une autre. Alors, je reviens justement à notre objectif ici à ce niveau-là, puisqu'on est dans les grammaires. Étant donné une grammaire, comment définir par récurrence le langage? Et réciproquement, étant donné un langage, comment pouvoir décrire ou comment pouvoir générer, ou si vous voulez, écrire notre grammaire, la grammaire correspondante. Alors, on va utiliser que des exemples ici pour faire simple, parce que notre objectif, c'est pas de rentrer dans la théorie, on est quand même dans les langages de programmation et on a envie de rester, on est dans la compilation, on a envie de rester quand même terre à terre dans notre contexte de compilation. Donc, soit j'ai la grammaire suivante, si je prends par exemple cette grammaire. Alors, la grammaire, j'ai l'axiome, donc vous voyez très bien, donc notre axiome c'est S, et on a deux noms terminaux, X et Y, et notre vocabulaire terminal c'est A et B. D'accord? Donc, on a la première série de règles, donc en commençant par l'axiome, donc j'ai des règles, une fois ça commence par A, et une fois ça commence par B. J'ai deux séries ici, vous voyez, j'ai fait exprès de les séparer pour que vous voyez un petit peu la symétrie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Moi, premier, on voyait uniquement le titre et la première phrase, mais maintenant, tout est visible. Ok. Sûrement, j'ai dû être déconnectée, c'est possible. D'accord? Donc là, on a un certain nombre de règles, mais j'ai séparé ces deux séries de règles. Pourquoi? Tout simplement parce que mon mot, ou ma chaîne, mot de langage, peut aussi bien commencer par A que par B.
Alors, quand ça commence par A, vous voyez, j'ai ça, donc AY, Y, BS, et ainsi de suite. D'accord? Et ici, elle peut commencer par B, donc à ce moment-là, quand ça commence par A, j'utilise le nom terminal Y. Quand ça commence par B, j'utilise le nom terminal X. Alors, si vous voyez, en fait, si vous comparez les deux séries, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous pouvez voir déjà à travers ces deux séries de règles, la première et la deuxième? En fait, tout ça, c'est la grammaire, d'accord? Mais on a séparé les deux pour justement que vous ayez, pour que vous visionnez un petit peu vers où on veut aller et quel est le langage qui va engendrer cette grammaire, qui va être engendré par cette grammaire. Qui peut me dire un petit peu qu'est-ce qu'il voit entre ces deux lignes? Quelle est la différence? Ici, je vous ai donné, je vous ai dit, là, c'est les mots qui commencent par A. Ici, c'est les mots qui commencent par B. D'accord? Mais on voit très bien qu'il y a une... On remplace X par Y. Pourquoi vous voulez remplacer X par Y? Oui, Hajar, très bien vu. Tout à fait, il y a une symétrie. Donc, vous voyez, effectivement, donc il y a une symétrie entre X et Y. Donc, quand on commence par A, donc là, vous voyez, Y se dérive en BS et ainsi de suite. Le vocabulaire change. Bien sûr, il change. Mais tout ça, c'est la même grammaire. Hein. Tout ça, c'est bon. On peut avoir ça ou ça, effectivement. D'accord? Mais quand on commence, par exemple, si je prends, vous pouvez le faire. Prenez et donnez-moi des mots. Donnez-moi des mots qui sont... D'accord. Le problème, en fait, ici, c'est de rechercher le langage engendré par cette grammaire, L2G. C'est ça notre problème. D'accord? Vous vous rappelez, l'objectif, étant donné une grammaire, c'est de trouver le langage engendré par cette grammaire. Alors, pour cela, on va essayer de le faire par récurrence. Ça, c'est l'objectif de ce chapitre ou de ce paragraphe. Par récurrence, ça veut dire quoi? On va commencer déjà par les premiers mots. Quel est le mot le plus court? Le mot le plus court, c'est AB. Et BA. Très bien. Très bien. Ok, donc on a commencé par... Pardon, ceux qui ont dit A, ici, le mot A tout seul ou le mot B tout seul n'existe pas pour ce langage. Je sais pas que si j'ai vu, J'ai vu que AB et BA, moi, j'ai pas vu. J'ai vu un A passer, mais bon, alors c'est juste pour préciser que c'est pas... Alors, très bien. Alors, ceux qui ont dit AB, tracez la dérivation, s'il vous plaît. Et pour BA, c'est la même chose. Tracez la dérivation, s'il vous plaît, rapidement. Tout le chat n'est pas perdu. Vous savez que vous avez une note sur le chat, sur la participation au chat. Alors, n'hésitez pas. Alors, vous voyez très bien, quand vous commencez par A, vous prenez les règles de la première série. Quand vous commencez par B, vous prenez la règle de la deuxième série. C'est pour ça que je vous ai dit au début qu'on a séparé un petit peu les deux pour que vous voyez justement cette symétrie entre A et B, que vous puissiez déduire d'une manière intuitive, et on va le voir d'une manière récursive, comment engendrer, justement, comment rechercher et comment trouver ce langage engendré par cette grammaire. Est-ce que vous avez compris maintenant ma question tout à l'heure quand je vous ai dit entre les deux séries? Voilà. Ok, très bien. Alors maintenant, donnez-moi d'autres. Ce sont les plus courts. Maintenant, donnez-moi d'autres. Oh oh. Ah non. Ah non. Non plus. Est-ce que je peux avoir qui a écrit A? Moi, j'ai plus. Je vois Mehdi. ABB, est-ce que tu peux me donner la règle, les règles, la dérivation? Alors maintenant, il faut apprendre si par exemple à l'examen, on vous donne de donner des mots. Si vous donnez des mots juste comme ça, hein, vous risquez de faire des erreurs. Quand vous donnez un mot
faites la dérivation. Faites la dérivation, vous allez savoir si votre mot, effectivement, il en fait partie ou pas. D'accord? On vous donnera des quiz dans ce sens. Alors, faites attention. D'accord? Mais quand vous donnez un mot, soyez-en sûr, il faut tracer la dérivation pour confirmer qu'un mot est engendré par la grammaire ou pas. Alors, je vais sortir le chat parce que sinon, à chaque fois, je ne vois rien. Alors, qui a dit tout à l'heure AAA? Qui a dit ABB? Alors, ABB, est-ce que ABB, vous tenez toujours pour ABB? Qui a dit ABB? Alors, Ekram, je prends le dernier. Ekram, tu as dit BAB. Alors, BAB, comment tu l'as dérivé? Je suis sûre que si tu avais essayé la dérivation, tu ne l'auras pas donné. Ekram, ouvre ton micro. J'ai choisi Ekram parce qu'elle elle était la dernière. Oui. Alors, donc BAB, j'ai cru qu'on a S dans AY et on a un Y qui est dans B. Attends. Le mot commence par B. Donc, pourquoi tu me dis AY? Ton mot commence par B. Comment tu peux aller à Y? Oui, vous avez raison, ça. D'accord? Oui. Donc là, vous allez retrouver un petit peu la remarque que je vous ai fait tout à fait au début. J'ai dit les mots qui commencent par A, forcément, on va commencer par cette série, par cette règle-là. Les mots qui commencent par B, on va forcément commencer par là. Bien sûr, on peut jongler entre les deux, vous voyez très bien. Quand on va de l'un à l'autre, bien sûr, on n'est pas obligé de rester sur la même. Mais l'axiome est important. C'est les mots qui commencent par S qui sont les mots du langage. Est-ce qu'un mot qui commence, si vous commencez votre règle avec Y, est-ce qu'on peut dire que le mot appartient au langage? C'est comme si vous avez dit au niveau de l'automate, vous choisissez un état qui est au milieu et vous commencez votre mot. Alors, pour qu'un mot appartienne au langage, il faut rentrer par l'état initial. Là, c'est la même chose. Pour qu'un mot appartienne au langage, il faut partir de l'axiome de la grammaire. Il faut partir de S. Si vous ne partez pas de S, le mot ne fait pas partie. C'est clair? Est-ce que c'est clair, ça? Très bien. Alors maintenant, il faut commencer par l'axiome. Très bien, Marie. OK? Voilà. Très bien. Alors maintenant, vous m'avez donné AABB. D'accord? Très bien. Quoi encore? BABA. Très bien. D'accord? Il y en a d'autres que je n'ai pas vu. ABAB. Très bien. Oui. Oui, très bien. Autre chose. BBAA. Très bien. Donc, moralité, c'est quoi? C'est-à-dire, on a combien de mots ici? Ah non, ABAAB, Samia, essaie de dériver ce mot que tu viens de donner, tu verras qu'il ne fait pas partie. Il y a 6 mots qui sont quoi? Donc, on a dit, oui, AABB. Alors, non, j'ai oublié un. Alors, ici, non, de longueur, laissez ABBA, on va prendre AABB, BBA1, ABAB, BABA, et quoi encore? Non, restons dans le longueur 4. Est-ce que ABBA et BAAB appartiennent? Je répète, ABBA et BAAB appartiennent. Non, pourquoi? BAAB, pourquoi ça n'appartient pas? Chorok, allez,
c'est toi qui as dit. Allez, je prends Shorok, prends le micro. Alors, si on commence par l'axiome dans la deuxième partie, donc on a S qui devient BX. Tu parce que prends le mot lequel? commence par Le B. X, c'est Le mot BA. ici commence par B, donc on commence par BX. D'accord. Ensuite, on a un A, donc le X, s'il devient AS, alors après Donc, le A, attends, la dérivation. Donc, c'est S qui se dérive en BX. en BX, voilà. D'accord. Après, on a le X qui va se dériver en AS. D'accord. Donc, Mais le S, BAS. oui, C'est ça. mais le S, il ne peut se dériver qu'en B et non un A, ce qui va suivre. Pourquoi? Donc, on ne va pas avoir le BAAB. Le S, tu as les deux possibilités. Le S survient oui. ici. Le Ah S oui, oui, peut oui, se dériver au ici, début, il peut se dériver. oui, c'est vrai, oui. Oui, Je donc vous ai dit il que y c'est aura un ensemble de règles. Quand on dit une suite, on ne reste pas là-dedans. Faites Oui, attention. on peut revenir. Ah, Bien d'accord. ok. sûr, c'est un S. Non, j'ai dit c'est un ensemble de règles. On a séparé les deux séries pour vous montrer quand on commence par A, c'est ça. Quand on commence par B, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on reste sur la même. Non. Alors, faites attention. D'accord, Peut-être ok. que je vous ai induit en erreur. Il faut faire attention. Du moment qu'il y a un S, donc je peux prendre toutes les règles qui commencent Il par dérive appartient de au S. reste. Bien sûr, D'accord. à la Ok. grammaire. D'accord, Alors, merci. maintenant, je répète la question. Est-ce que BAAB et ABBBA, ABBA appartiennent au langage? Bah, du coup, pour BAAB, c'est un oui. Oui. Oui, Euh, mais bon. pour l'autre, Très je sais bien. pas. C'est bien. D'accord? Donc, OK. Donc, maintenant, j'ai mis cette pause. En fait, j'ai pris cette pause juste pour que vous. Déjà, nous, on se repose, entre guillemets, plus ou moins. Mais en même temps, ça vous fait réfléchir. Il faut toujours commencer comme ça. Quand vous avez une grammaire, on vous demande de trouver le langage, il faut toujours commencer par donner des exemples avec les dérivations. Faites attention. Ne prenez pas comme ça de tête. Il faut toujours donner les dérivations. Quand vous prenez un mot, dérivation, correspondant. Parce que vous avez vu que vous vous êtes trompé. Il y en a beaucoup qui se sont trompés. Et puis bon, c'est tout à fait normal. D'accord? Donc il faut, pour se familiariser avec la grammaire, il faut donner des mots avec les dérivations, bien sûr. Alors maintenant, notre problème, on peut passer au troisième, quatrième, ainsi de suite, mais notre problème, c'est de trouver tous les mots, hein, c'est-à-dire le langage engendré par cette grammaire. Quel est le langage qui va être engendré par cette grammaire? Est-ce que vous avez une idée de comment vu comment les règles sont construites, un nombre infini de mots? Oui, un nombre infini. Mais quelle est la nature? C'est-à-dire, quel est le langage? Tous les langages, on a beaucoup de langages qui sont infinis, mais hein, ils ont une terminologie, ils ont une syntaxe bien particulière, qui est définie par cette grammaire d'ailleurs. Commence obligatoirement par A. Ah oui. Ah ben oui. Si le vocabulaire c'est AB, forcément on a A ou B. Donc ça, on n'apporte rien du tout. On apporte l'exprimer par une phrase. Voilà, exprimer par une phrase, comme a dit Madame Chadni. Exprimez votre langage. Est-ce que vous avez vu, vous avez remarqué quelque chose? Donnez un autre mot. Donnez. Waouh, Ojari, très très bien, bravo. Qu'est-ce que tu veux dire par count de A? Ojari, il n'y a pas ton prénom, j'aurais bien voulu t'appeler par ton prénom. Même nombre de A que de B. Oui, Yasmine, très bien. Donc Ojari, tu l'as dit en premier. Ojari, tu peux prendre le micro, s'il te plaît? Bonjour, bonjour madame. Oui, c'est quoi ton prénom? Hicham. Hicham. Donc il faut l'écrire les conflits au niveau de, voilà, pour qu'on puisse le. Donc Hicham, tu vas donc tu veux dire Merci. que count c'est Le nombre de très caractères. bien, très bien, c'est exactement ça. Donc là on peut le voir d'une manière intuitive, mais pas tout à fait intuitive parce que on a commencé déjà une récurrence, c'est-à-dire que la récurrence c'est quoi? Commencer par rang 0, il faut que ça. Voilà, et après voir pour le rang n, après déduire pour le rang n plus 1. Oui, là, c'est la même chose. On a commencé par le début, rang 0, donc on a vu de longueur 2, de longueur 4, on peut le voir de longueur 6, d'accord? Ainsi,
Donc, on va voir qu'en fait, qu'il n'y a pas de longueur impaire au niveau du mot. Qu'on va toujours, on a eu 2, on a 4, le prochain, ça va être 6, et ainsi de suite. D'accord? Donc, et puis, on jongle. Soit on commence par A, soit on commence par B. Et si on passe, en tout cas, il y a une symétrie. Du moment qu'il y a une symétrie, donc vous avez bien vu qu'en fait, que le nombre de A égale le nombre de B. Donc, vous avez vu, voilà, NS, parfait. Un plan de symétrie. Donc, l'ordre n'est pas important. Donc, on peut avoir un mélange, mais du moment que le nombre de A égale le nombre de B. Et ça, cette grammaire, c'est exactement ce qu'elle transmet. Donc, c'est cette syntaxe-là qu'elle transmet la grammaire. Alors maintenant, c'est bien de le voir intuitivement ou mi-intuitif, mais il faut le voir aussi d'une manière concrète. C'est exactement ce qu'on va voir ici rapidement. On ne va pas rentrer donc dans la partie théorique, comment démontrer effectivement que c'est le cas, mais on va le voir rapidement. Donc, si on prend, comme on l'a vu, on peut le prendre donc ici AB, 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 et ainsi de suite. Donc, ici, par récurrence, on peut déduire récurrence, donc exactement ce qu'on vient de voir. On a vu qu'il y a AB et A, et ainsi de suite. On peut aller plus loin. Donc, nous, on s'était arrêté là, mais on peut aller plus loin. Donc, déjà, on a démontré, on voit donc que le nombre de A égale le nombre de B sur cette première phase, si vous voulez, de mots. Donc, on peut le généraliser, on peut montrer, disons que si, où sont mes flèches? Voilà, elles arrivent. Si on part de S, c'est-à-dire de l'axiome, si on dérive à partir de l'axiome, si le mot W est dérivé à partir de l'axiome, ça veut dire qu'on a le même nombre de A que le même nombre de B. Donc, la longueur de B en A, exactement, c'est la longueur de B, la longueur de W en B. OK? Alors maintenant, puisqu'on va jouer... Ah, pardon. Maintenant, puisqu'on va jouer par récurrence, quand on va aller dans la dérivation, on va trouver des règles qui commencent par Y et des règles qui commencent par X. Donc là aussi, il faut trouver quelque chose pour ces deux règles, effectivement. Donc là, on continue. Donc en fait, le fait de dire que la longueur de W en A égale la longueur de W en B, ça veut dire que quand on part de Y, la longueur de W en B égale la longueur de W en A plus 1. Si vous partez de Y. Est-ce que vous êtes d'accord? En partant de Y, les mots, vous voyez, j'ai toujours un B en plus par rapport à S. S. Du moment que j'ai BS, ça veut dire que je vais avoir un B de plus. Exactement ça. La longueur en B, c'est la longueur de W en A plus 1, toujours. La même chose, si je pars de X, donc si je pars de X, j'ai un A qui est concaténé avec S, donc ça veut dire que je vais toujours avoir un A de plus. Voilà, le plan, ce qu'il a dit, donc un plan de symétrie. OK. Donc, la longueur en A, de W en A, égale la longueur de W en B plus 1. Donc, j'ai besoin de tout ça pour pouvoir montrer par récurrence. Parce que pour montrer ça, j'ai besoin des rangs d'avant. Alors, les rangs d'avant, c'est ça. Je vais utiliser ces règles-là pour montrer effectivement que la longueur de W en A égale la longueur de W en B. Et l'un ne fonctionne pas sans l'autre et l'autre. Donc, tout ça, ça va ensemble. Pour montrer une égalité ou pour montrer cette affirmation ou cette règle que la longueur W en A égale la longueur W de B, j'ai besoin de tout ça, effectivement. Donc, le slide d'après qu'on ne va pas expliquer, c'est juste pour vous. Donc, je vais tout mettre ici. Voilà. Donc, ici, la démonstration ici, vous pouvez la revoir. Donc, pour vous, elle est très facile. Donc là, on suppose, puisqu'on ne peut pas tout voir, si le mot commence par A, d'accord? Donc, j'ai la preuve pour montrer, si je pars de S, si mon mot se dérive de S, forcément, j'ai la longueur de W en A égale la longueur de W en B. Là, pour montrer ça, donc il faut montrer dans les deux sens, d'accord? Si et seulement si, dans les deux sens. Donc là aussi, vous pouvez le voir, on ne va pas le montrer ici, ce n'est pas l'objectif, d'accord? Donc ici, vous dites soit il commence par A, soit il commence par B. Donc la même chose, d'accord? Donc là, s'il commence par A, là vous voyez qu'on va utiliser
la règle par récurrence qui accompagne bien sûr dans le système. Et donc, on arrive effectivement à démontrer que la longueur W en A égale la longueur de W en B. OK? Donc là, je n'ai pas envie de rentrer et je pense que c'est une perte de temps tout simplement parce que juste le principe qu'on peut déduire par récurrence le langage à partir d'une grammaire. C'est ça l'objectif en fait. Ce qu'on veut montrer dans ce paragraphe, étant donné une grammaire, on peut toujours déduire par récurrence en partant des petits mots de petite longueur et arriver donc à déduire d'une manière, donc là vous l'avez fait d'une manière intuitive ou semi-intuitive, mais quand même vous savez très bien que en fait la longueur, on peut très bien le montrer grâce à cette récurrence au niveau donc des différentes règles. Alors, est-ce qu'il va avancer? Voilà, réciproquement. Alors maintenant, on a vu, en partant donc d'une grammaire, on peut définir d'une manière, et là aussi, on ne va pas vous demander des grammaires complexes, on ne va pas vous donner à définir quel est le langage. Si on vous le demande, ça va être des grammaires toutes simples, où vous allez le devenir intuitivement dans les petits exemples. Par récurrence, qu'est-ce qu'il dit, Hajal? Par récurrence, ça veut dire qu'on peut remarquer des répétitions dans les petits exemples, ceci, toujours. Des répétitions, qu'est-ce que tu veux dire par répétition? Hajar, qu'est-ce que tu veux Madame, dire par répétition? je veux des choses semblables, comme dans cet exemple-là. Ah oui, c'est-à-dire que des choses qui reviennent, c'est-à-dire que la Oui. remarque dans votre tête, elle revient, oui. Madame, est-ce que c'est toujours pour n'importe quel... Il y a des grammaires qui sont complexes et ce n'est pas notre objectif. Notre objectif ici, c'est de montrer, voilà, bien sûr, tout à fait. Hein, c'est le concepteur qui conçoit donc sa grammaire, il doit définir sa grammaire. Bien sûr, elle ne doit pas être complexe, c'est pour ça qu'il doit la réécrire et la rendre plus ou moins compréhensible par l'analyseur, parce que l'analyseur, il va analyser donc toutes ces règles. Mais pour le concepteur, nous ne sommes pas des concepteurs. Nous essayons de comprendre comment fonctionne un compilateur. Et donc, l'analyse syntaxique a besoin donc de cette notion de grammaire qu'il faut comprendre. Et on est là en train de comprendre comment se comporte une grammaire. OK? Mais ça, il faut, étant donné un langage, étant donné une grammaire, on peut toujours trouver donc une grammaire, soit par récurrence, soit autrement. D'accord? Mais pour le moment, on vous a montré comment le trouver par récurrence. Étant donné, et réciproquement, étant donné un langage, d'accord? Maintenant, supposons que j'ai le langage et je veux retrouver la grammaire, je veux retrouver les différentes règles. Comment je peux définir mes règles, d'accord? À partir d'un langage. Donc ça, c'est cette deuxième partie. On cherche une grammaire qui engendre donc ce langage. Alors, je vais donner, là, vraiment, c'est très, très simple, vous allez le voir tout de suite, et c'est très parlant comme exemple. Donc ici, supposons que j'ai le langage suivant. Donc, ça peut être une phrase, hein, ça peut être une expression régulière, ça peut être, en tout cas ici, c'est un ensemble, c'est une phrase, tout simplement. C'est l'ensemble des mots sur le vocabulaire AB. Donc, c'est un mélange de A et B. Okay? Et ça sont le bébé non facteur de W. Tous les mots, mais on ne doit pas avoir de bébé facteur de W. Alors, donnez-moi un mot. Donnez-moi des mots de ce langage. C'est facile. Il suffit de ne pas avoir bébé comme facteur. D'accord? Parfait. Il suffit de ne pas avoir bébé donc tous les mots possibles, sauf bébé. Donc, il peut être séparé BAB et pas de bébé. OK, vous avez compris. Maintenant, ce langage, ça en est un. D'accord? Maintenant, comment je peux retrouver les différentes règles de la grammaire qui définit la syntaxe de ce langage. D'accord? Alors, quand on dit bébé non facteur, est-ce qu'on peut le faire avec la première classe qu'on a vue? C'est quoi la première classe qu'on a vue? Qu'est-ce qu'on a défini pour l'analyse lexicale? On a défini une classe. Qu'est-ce qu'on a défini? Oui, on a défini expression régulière.
Qu'est-ce qu'on a défini aussi? Comment on peut définir un langage? Non, comment on dit? Automate. Oui, ala, très bien. Le premier à dire automate. Alors, est-ce que c'est le premier? En tout cas, bravo, Alikum Kolkom. Oui, automate. Alors, est-ce qu'on peut écrire un automate? Est-ce qu'on peut écrire un automate pour ce langage? Oui, Mu'taz. Oui, d'accord. Très bien. D'accord, donc on peut, c'est facile. Vous pouvez le faire, faites-le rapidement. Vous avez 2 minutes. Faites-le avant que je vous le donne. Ça vous fera un petit exercice. Faites-le rapidement. On peut très bien demander à quelqu'un de le faire, mais je veux que tout le monde mette la main à la pâte. Tout le monde le fasse. Alors faites-le s'il vous plaît sur votre papier. C'est bon? Vous devez avoir la main maintenant avec les automates, n'est-ce pas? Vous donnerez les matrices la matrice de transition. Ah oui, super. Là, il y a Mu'taz, puisqu'il était le premier à dire, donc, tu sais, Mu'taz, prends le partage. Vas-y, dessine l'automate. Dessine-le sur l'écran. Allez, vas-y. N'oublie pas les flèches. Les flèches, voilà, très bien. En tout cas, bravo d'arriver à décider. Voilà. Ça, j'en Oui. suis vraiment bravo. Alors, Voilà. l'état Encore, c'est pas initial et fini. l'état final, l'état initial et l'état final. Ah, ah. Alors, est-ce que epsilon fait partie du langage? Oui, alors, Mu'taz. Voilà, très bien. Voilà. Donc, on aurait pu, je pense que il y en a d'autres qui auraient peut-être mis aussi une boucle sur le 1, c'est tout à fait possible, mais il ne sera pas minimal. Enfin, je veux dire, oui. En tout cas, il sera pas déterministe. Mais là, il est déterministe ce que tu as donné, Mu'taz. Très bien. Enfin, on s'arrête peut-être dans 2-3 minutes pour respirer. Oui, oui. Non, Et mais je voulais pas aller plus vite parce que cette partie-là, il fallait qu'il. oui, non, c'est clair. Juste, en fait. Oui, oui, oui. Merci de rappeler. Oui, effectivement. Bah, on ne voit pas le temps passer. Est-ce que vous avez compris là? Donc, du moment, donc c'est bon, parfait. Alors maintenant, très bien, merci Mu'taz. Alors, ici, je vais juste prendre la main. Merci Mu'taz, c'est très bien. Alors ici, on construit l'automate correspondant. Donc, c'est il a donné donc Mu'taz, exactement ça, voilà. D'accord? Alors maintenant, vous allez me dire, mais nous, on cherche la grammaire, qu'est-ce que vous nous racontez avec l'automate? C'est exactement l'automate qui nous donne la grammaire, tout simplement. Regardez, quelque chose qui est vraiment très simple. Hein, regardez, donc S qui se dérive en AS, d'accord? S qui se dérive en BX, ok? X, alors quand vous voyez, donc X se dérive en AS, voilà, et vous avez les deux états finaux, tout simplement S et Y, S et X, en epsilon, epsilon. Bah, parfois on met 1, donc ça dépend des notations, ça dépend de la terminologie utilisée. Est-ce que vous voyez que c'est si facile que ça? Donc vous voyez, mais malheureusement, on ne peut pas toujours construire un automate. C'est-à-dire que tous les langages ne peuvent pas, parce qu'il y a des langages qui sont
non régulier. Donc, on ne peut pas toujours, je veux dire, transformer le langage en un automate et par la suite. Donc, vous voyez ici, j'ai utilisé les trois classes. Je suis partie d'un langage, j'ai utilisé la classe des automates, d'accord? Et après, à partir de l'automate, j'ai retrouvé la classe de la grammaire. Donc, vous voyez les trois définitions. Ici, on a jonglé, on a utilisé les trois pour passer d'un langage vers une grammaire. Donc, vous voyez que c'est tout à fait possible. Donc, on a vu comment, par récurrence, partir d'un langage, d'une grammaire, retrouver le langage, d'accord? Et on a vu aussi réciproquement, en partant donc d'un langage, comment retrouver la grammaire. Mais malheureusement, on ne peut pas toujours, quand il est possible de construire l'automate, on le fait, parce que c'est très facile, mais quand il est, quand c'est pas, là par exemple, le deuxième exemple, là par exemple, ici, on ne peut pas construire l'automate. Vous voyez très bien que c'est pas un langage, hein, donc on ne peut pas construire un langage longueur. Tous les mots dans les longueurs en A, c'est le double en B. D'accord? Donc là, si vous essayez, vous pouvez essayer de construire un langage. C'est pas possible parce que c'est défini. C'est avec un compte. Quand vous avez des comptes, impossible de le faire avec les automates. D'accord? Donc là, on va le faire aussi par récurrence. Alors, je ne sais pas si on arrête ou on termine l'exemple. Qu'est-ce que tu en penses, Delila? Est-ce que vous m'entendez? Pardon, je parlais sans allumer mon micro. D'accord. En fait, je disais que celui-ci, il va quand même va prendre du temps. Ok, c'est bon. Sauf si tu veux juste en fait introduire le problème et les laisser réfléchir pour la suite. Le problème justement, je l'ai introduit quand je dis que tous les langages ne peuvent pas être définis, bien sûr, grâce à un automate, parce que ce qu'on peut définir un automate, c'est facile, on peut déduire la grammaire. Mais pour les langages pour lesquels on ne peut pas écrire un automate, il faut trouver un autre moyen. Donc là, c'est justement la définition, comme on l'a dit dans l'autre sens, par récurrence. On va le voir pour les longueurs, les petites longueurs et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va voir par récurrence. Donc là, en fait, c'est le fait de voir, de prendre les plus courts. Quels sont les plus courts, les mots les plus courts ici? Quand je dis tous les mots dont la longueur en A, c'est le double en B, ça veut dire que les mots les plus courts, c'est quoi? Les mots les plus courts, donc c'est AAB, d'accord? C'est BAA, d'accord? Ou tout simplement ABA, d'accord? Ce sont les plus courts. Voilà, vous les avez écrites, pas que vous les comptes. Donc, ici, ce que je vois, c'est les plus courts. Donc, je me dis, ce sont les mots les plus courts. Comment je peux généraliser ça? Si je généralise ça, je peux dire que c'est A2N, BN, d'accord? Si je généralise plutôt BAA, je vais dire BN, A2N, d'accord? Et ainsi de suite. Quand je dis ABA, ça veut dire que, en fait, je prends quand je dis par récurrence, c'est-à-dire le rang d'avant. Le rang d'avant, c'est quoi? C'est un mot qui est la concaténation de W1, W2, et je place un W' au milieu. C'est ça, par récurrence, je dois démontrer, en fait, ce W', c'est quoi? C'est tout simplement l'un de ces trois-là. Avec si W1 et W2, pas l'un ou l'autre, c'est la concaténation. W1, W2 appartient à L, c'est-à-dire qu'il a, par récurrence, appartient à L, ça veut dire que la longueur en A, c'est le double en B. Je dis bien la concaténation et je ne dis pas W1 et W2. Je dis bien que W1 concaténé avec W2. Un seul mot, d'accord? Appartient à L. Donc, ça veut dire que la longueur de W1, W2 en A égale le double de W1, W2 en B, ok? Alors maintenant, si je passe au rang supérieur, c'est-à-dire si j'avance dans la chaîne, forcément, je dois ajouter l'un de ces trois-là. Il n'y a pas. Pour garder la propriété W en A, c'est le double, je dois absolument rajouter l'un de ces trois-là, tout simplement. Donc, je vous laisse réfléchir, je ne vous donne pas la suite.
Et aussi, je vous suggère de ne pas regarder le slide au niveau du cours, si vous voulez comprendre, et d'essayer d'anticiper. D'accord? C'est quoi? Non, non, je répondais à Omar qui a fait une proposition. En fait, je lui disais que c'était un peu plus compliqué. Il a donné une vision réduite. Je lui dis que c'était un peu plus compliqué que ça. Mais bon, il va réfléchir. On va pas lui donner plus d'informations. Il a fait l'étoile. Fais attention, Voilà, l'étoile, c'est il est sur ça. 1. Fais attention. Il veut dire Madame, l'étoile en sur fait, le tout. toi, Sur le c'était tout. juste pour rectifier l'expression que tu avais mise avant, pas la réponse. Ah C'était oui, pas c'est le comme, étoile pour l'étoile de Klein. Ah, pardon, c'est comme pardon. les réseaux, comme, j'ai mal- comme ils parlent sur les réseaux sociaux, en fait. C'est Oui, exactement. oui, non, mais j'ai pris avec l'étoile pour l'opérateur de Clean, pardon. Enfin, bref, écoutez, hein, on est bon. Hein, il faut. C'est vrai qu'on l'utilise sur les réseaux sociaux, mais en fait, ici, je ne l'ai pas compris de cette manière. Ok, donc je vous laisse réfléchir. On va se reposer un petit peu. On se retrouve donc dans une vingtaine de minutes, donc à 10. On a encore du boulot avec le TP. Donc chaque groupe va aller. Alors il y a un binôme qui est un mélange du groupe A et groupe B. Je pense Ah oui? Ah oui. Et donc bon, de toute façon comme ils sont en nombre, je pense, je sais pas pourquoi, parce que ils sont soit forcément, oui parce qu'ils sont 35 par groupe, donc forcément il y en a un qui vont. Ah, ils sont 35. D'accord. Ah bah oui, c'est clair. Donc, je sais pas, il y a un de nous deux qui va avoir un de plus. Bon, enfin, en tout cas, Ben on va écoute, recruter. j'ai vu que tu en avais un de plus, toi. Ah, super. En fait, je pense ils ont été dans le groupe A. D'accord, ils sont dans le groupe. Ah, parfait. Ok. Ok, donc à tout à l'heure. Je vais Ok. arrêter Ben, on mon, se mon retrouve enregistrement. dans une vingtaine de minutes, hein, Voilà, très bien. le temps de dégourdir les jambes. Arrêter.